Bonjour, professeur André Grimaldi. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. André Grimaldi, vous êtes professeur émérite d'endocrinologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes également membre du collectif Interhôpitaux que vous avez cofondé. Vous venez de publier ce manifeste pour la santé 2022 aux éditions Odile Jacob. Il est passionnant parce que vous retracez l'histoire un peu de la machine santé en France, comment elle s'est construite, comment on a commencé à démanteler aussi et à désorganiser le système de santé. On va revenir ensemble aussi sur la crise qui s'intensifie en ce moment à l'hôpital public. Mais d'abord, pourquoi ce manifeste? C'est quoi votre objectif? Interpeller les candidats à l'élection présidentielle? On a un problème démocratique en France, hein. Au fond, il y a un moment où on débat, qui est l'élection présidentielle, et celui qui est élu considère qu'ensuite il a tous les pouvoirs. Moi, deuxième tour de la présidentielle dernière, de 17. 2017, j'ai appelé avec d'autres médecins et professionnels de santé, infirmières, à voter contre Marine Le Pen, c'est-à-dire à voter Macron. Mais j'ai pas du tout appelé à voter pour la poursuite d'un budget austéritaire à l'hôpital et pour une poursuite de privatisation. Pendant 5 ans, rien. Le collectif Interhôpitaux a proposé qu'il y ait un RIP, un référendum d'initiative partagée, avec 185 députés de tout horizon. Le Conseil constitutionnel a refusé. Donc, il n'y a pas de débat démocratique dans ce pays. Alors, on l'a vu de manière fantastique au moment de la gestion du Covid. Il y a un président qui décide de tout, y compris du plan des vaccinations. Alors, bon, je m'inscris dans la contrainte actuelle, qui est, si on tire les leçons de la gestion de la Covid, si on veut bien analyser d'où on vient, quelles Ouais. propositions pour changer? Vous revenez justement beaucoup dans le livre sur la question démocratique, mais vous commencez ce livre par un constat. Longtemps, notre système de santé en France a été un motif de fierté nationale. Vous vous rappelez qu'en l'an 2000, l'OMS avait classé la France à la première place mondiale. Nous avons cessé de reculer depuis. Nous sommes à la 11e place aujourd'hui et nous en payons le prix fort en pleine crise sanitaire. Les personnels soignants, après de nombreuses mobilisations au cours de ces 20 ans, 20 dernières années, on va dire, n'ont cessé de nous alerter. Alors certes, les besoins de santé ont évolué, c'est ce que vous dites aussi dans le livre, mais pourquoi notre système de santé est-il en déclin? Bon, on ne va pas refaire toute l'historique qui est très bien expliquée dans le livre, mais quels sont les éléments justement ou peut-être le point de départ du déclin de notre système de santé? Le point de départ, alors il faut partir, contrairement à ce que font les politiques et les gestionnaires, il faut partir de l'évolution des besoins de santé et de la santé elle-même, des problèmes de la médecine. Il y a 4 médecines. Il y a les maladies aiguës bénignes. Au fond, la médecine de ville a répondu à cette question historiquement très bien. Il y a les maladies aiguës graves ou complexes, où les CHU puis l'ensemble des hôpitaux ont été performants. Alors sur ces deux modèles de maladies qui sont centrés sur la maladie et sur les gestes techniques, en gros, la France a été pendant longtemps très bien placée et reste bien placée avec le Japon. Hein. C'est-à-dire, vous avez un infarctus du myocarde, bon, bah, les soins intensifs, ça fonctionne. Les greffes d'organes, on n'en parle pas. Vous avez jamais eu une de journaux sur les greffes d'organes. Il y a quand même 6000 greffes par an, qui veut dire des hélicoptères, des avions, les prélèvements d'organes, tout ça fonctionne. Donc cette médecine-là fonctionne, se dégrade, mais en gros, on reste bon. Mais il y a la troisième médecine, qui sont les maladies chroniques, qui sont une véritable épidémie, 21 millions de personnes. Alors, plus ou moins grave, hein, l'hypertension artérielle, aujourd'hui, c'est un chiffre de tension, mais il y a le diabète, l'insuffisance cardiaque, les maladies neurologiques, l'insuffisance respiratoire, le développement de l'obésité, toutes ces conséquences, les maladies neurodégénératives. Bon. Sur ça, nous sommes mauvais. Notre système n'a pas été construit pour ça. Et puis, il y a la santé Je publique. me permets, Oui. on est mondialement mauvais parce que le constat, vous le dites, 21 millions effectivement de On morts est, par an. Si on fait une comparaison, peut-être elle est mal, il faudrait pas la faire, mais quand on la compare au Covid et à l'investissement que la société a pris en charge sur la question du Covid, comment on se fait-il qu'aujourd'hui on mette de l'argent sur une crise qui nous arrive de plein fouet et que sur le long terme on s'aperçoit qu'on ne fait rien sur les maladies chroniques? sur les maladies chroniques, on est mauvais parce qu'on est mauvais sur la prévention, pour des raisons historiques. Hein. On est dans les derniers, y compris de l'Europe, sur la prévention. Enfin, avant les anciens pays de l'Est. Mais on est mauvais en prévention parce qu'on a fait un système de soins sur la maladie aiguë. Notre système, il est un système de soins sur la maladie aiguë avec un compromis avec la médecine libérale. Hein. Donc on est mauvais sur la prévention, on est mauvais sur la coordination des soins, sur le travail en équipe. Longtemps, la médecine libérale, c'est le médecin seul dans son cabinet.
La maladie chronique, c'est forcément une coordination des soins avec l'infirmière, avec le pharmacien, avec le psychologue, avec le diététicien, avec assistante sociale. La maladie chronique, c'est pas qu'une dysfonction d'organes, c'est faut vivre avec. Et du coup, il y a une composante sociale, il y a une composante psychologique. Ne parlons pas des maladies mentales qui font partie des maladies chroniques. Où là, notre système, il est détruit. Il y a 4000 autistes qui ont quitté la France pour être soignés en Belgique. Nombre de malades mentaux, ils sont aujourd'hui ou en prison ou dans la rue. Donc ça, c'est le paroxysme des maladies chroniques, la psychiatrie. La formation n'a jamais été suffisante, adaptée aux maladies chroniques. Ouais. On a une formation des étudiants et des professionnels de santé en général sur les soins aigus, et la maladie chronique, on l'a réduit au dysfonctionnement de l'organe. La dimension sociale et psychologique de la maladie est gommée. Ça, c'est le fruit de choix politiques, technocratiques, idéologiques, c'est quoi? C'est très idéologique et c'est très lié à l'histoire de la médecine libérale en France. Et ensuite, les CHU sont construits sur le progrès technologique. Alors, comme toujours, c'est pas noir et blanc. Il y a eu aussi des mouvements pour l'éducation thérapeutique des patients, il y a aussi des associations de patients, il y a les alcooliques anonymes, ça date pas d'aujourd'hui, enfin bon, mais en gros on a perdu la bataille, et si vous regardez HPST, la loi Bachelot, c'est une loi qui est centrée sur le modèle de la chirurgie ambulatoire. Le progrès, c'est la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire une médecine technique, standardisée, le malade arrive le matin, sort le soir, c'est un progrès. Et là, ça fonctionne, tarification de l'activité, parce que c'est toujours à peu près la même chose. Un canal carpien, c'est un canal carpien. Vous pouvez faire un tarif. Une séance de dialyse, c'est une séance de dialyse. Par contre, la maladie chronique, on dit il faut individualiser. La même maladie n'est pas du tout la même si vous avez 15 ans, 30 ans, 50 ans, vous êtes au chômage, vous n'êtes pas au chômage, vous avez une comorbidité ou pas. Donc c'est une personnalisation. Donc la tarification de l'activité est un non-sens. Alors, ça a été une chose, on a pensé la médecine à travers ça et on a poussé jusqu'au bout. Il y a eu tout un courant de pensée qui a dit la médecine devient industrielle. Le médecin devient un ingénieur, l'hôpital devient une entreprise. Et au fond, il y avait une petite partie de vrai. Moi, j'ai vu un chirurgien cardiaque qui travaille en Allemagne. Il me dit, je n'opère que des valves mitrales. Super. J'en fais, je sais plus combien il m'a dit, 350 par an. Très bien. Je vois pas le malade, le thorax est ouvert, je répare la valve. Parfait, donc je n'ai pas besoin de voir le pilote d'avion. Il m'a dit, on a beaucoup à apprendre de l'aviation. Bon, d'accord. Moi, je vois pas le pilote d'avion, donc il y a l'hôtesse, qu'il atterrit, qu'il décolle correctement, tout va bien. Mais c'est pareil là. Seulement, c'est pas un modèle de médecine. C'est pas le modèle de la médecine des 20 millions de maladies chroniques. Et c'est pas du tout le modèle de la santé publique. Alors, on l'a vu pour le Covid. Enfin, c'est incroyable qu'on ait un président qui ait créé un conseil scientifique. On a un haut comité de la santé publique, donc dans les missions officielles, et a aidé à prendre des décisions concernant les épidémies, etc. Donc, la vaccination en France, on a des problèmes avec la vaccination. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Vous avez vu le problème qu'il y a eu avec les 11 vaccinations obligatoires. Ouais. Et quand tu regardes le papillomavirus, qui est responsable de 6000 cancers, de morts par cancer par an, dont 3000 cancers du col de l'utérus, qu'on peut prévenir par vaccin. En Angleterre, 80% des jeunes sont vaccinés, en France, 20%. En plus, en France, on dit les filles, on dit pas les garçons. Bon. Donc, on trimballe une histoire. Alors, ça a explosé avec le Covid, d'où les débats sur, y compris le pass sanitaire, etc. Il y a aussi le problème plus matériel, concret, presque structurel aussi. 100 000 lits fermés, supprimés en 3 quinquennats. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé hier l'ouverture d'une enquête. C'est quoi? C'est du cynisme? Bon, enfin, les propos d'Attal sont complètement tous à côté de la plaque. Il s'agit de... une enquête sur quoi? C'est cette histoire du gouvernement qui enquête, qui disent tous qu'ils héritent du passé. Le problème, c'est que Olivier Véran, il n'est pas ministre de là, il était le rapporteur de la loi Touraine. Il a voté toutes les lois d'étranglement de l'hôpital. Gabriel Attal, qui était aussi au cabinet de Marisol Touraine. Ben voilà, donc tous ces gens-là ont participé à cette politique-là. Marisol Touraine avait mis presque la Sécu en équilibre. Comment? En filant le déficit à l'hôpital. Bon, en 2017, sa dernière année, elle réduit de 1% les tarifs remboursés par la Sécurité sociale à l'hôpital. Et en 2018, Agnès Buzyn réduit de 0,5%. Donc ça continue. Donc, non, ce qui est arrivé sur cette vision de la médecine devient industrielle est arrivé la réforme néolibérale. La santé, les services publics coûtent trop, 2, doivent être ou privatisés ou gérés comme des entreprises privées.
Bon, ça, c'est devenu un dogme. Tout service qui peut être peut être mesuré, tarifé, doit être mis en concurrence. La concurrence permet d'obtenir la qualité au plus bas coût. C'est ce que vous vérifiez vous-même quand vous faites votre marché. Hein, vous allez regarder la qualité des produits, le prix, et vous allez choisir. Pour les voitures, vous faites pareil. Vous vous renseignez, vous regardez, etc. Ben, en santé, ce truc est absurde et on l'a appliqué. Totalement absurde. Hein, pour une raison très simple, c'est quand vous êtes en santé, quand vous avez un problème de santé, vous êtes quelqu'un d'angoissé. Et vous cherchez la confiance. C'est ça qui est rompu, hein, qui fait tous les problèmes qu'on a. Hein. Je raconte l'anecdote dans le livre qui pour moi a été typique. J'ai rencontré avec des collègues un ancien Premier ministre de la France qui nous fait un grand discours sur je comprends vos valeurs, mais la santé est devenue un business mondial. La France est très bien placée sur ce créneau. Il y aura des hôpitaux 4 étoiles, 5 étoiles, 3 étoiles, comme des hôtels, et la Jet Society viendra dans les hôpitaux 5 étoiles. Mon collègue Jean-Paul Vernant lui dit, Monsieur le Premier ministre, ça ne marche pas. Ça existe déjà, ça ne marche pas. Il dit, où est-ce que ça existe? Il lui dit, c'est quoi d'autre que l'hôpital américain? Et l'autre ne devient pas, il dit, ah bon, je dois m'y faire opérer. Et 2 minutes après, voilà mon problème, est-ce que vous n'avez pas un collègue qui peut s'occuper de moi? Bon, ben voilà, vous êtes Premier ministre, et vous êtes pris dans l'angoisse. Et c'est pour ça qu'on prête serment, d'ailleurs. Hein. Alors, on le viole, le serment, mais on prête le serment de ne pas abuser de la relation asymétrique qui existe avec un patient. Et imaginez que si c'est votre enfant, on vous dit c'est cher, mais c'est mieux, ben vous allez vous endetter. Bon. Voilà, donc en santé, la santé c'est un bien commun, solidaire, qui doit échapper au bois du marché. Emmanuel Macron, dans ses envolées lyriques, l'avait dit. Cette phrase, mais il l'a vite oublié. Il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Voilà. La promesse s'est retirée avec la vague. Justement, il y a un chapitre que vous nommez le vaccin prouesse scientifique et business as usual. Quelle pourrait être l'alternative finalement, une maîtrise 100% publique de notre système de soins, de notre système de recherche, de notre système de production du médicament, des vaccins? Bah, quand vous dites 100% public, le problème c'est qu'on est à échelle mondiale. Donc on peut faire des vœux pieux, on peut dire bon, il y a ce qu'on maîtrise pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est tombé dans le domaine public, les médicaments essentiels, enfin 80% des médicaments essentiels sont de vieux médicaments. On l'a vu dans la pandémie, le curare. Bon, les anticancéreux, pour l'essentiel, on utilise les anciens médicaments. Et on est en rupture en permanence. Pourquoi? Parce que l'industrie considère que c'est plus rentable. Donc ils ont tout délocalisé. Donc ensuite, il n'y a plus que en Europe des façonniers pour mettre en ampoule, en comprimé, etc. Et ils regardent au plus offrant. Donc si l'Angleterre propose plus, ben, ils fournissent l'Angleterre d'abord, ils disent la France après. Donc on a chaque année beaucoup plus de ruptures. Hein. On a eu 500, puis 1000, 2000, 5000. À chaque fois, d'ailleurs, il y a des malades. Il y a des conséquences pratiques. Alors au moins, on devrait avoir des entreprises publiques de production des médicaments essentiels, Alors, idéalement à l'échelle européenne, au moins les pays qui sont d'accord. Bon, là, on a fait une rigolade. Hein. Macron a inauguré en grande pompe, avec aide publique, le retour de la fabrication sur le territoire national du paracétamol. Bon, d'accord. Enfin, le paracétamol, c'est un médicament utile, mais pas essentiel. Voilà. Donc, oui, l'idéalement, c'est aller vers ça. Mais en tout cas, aller vers une chose importante, c'est une transparence complète de la chaîne des coûts. L'industrie pharmaceutique Pfizer n'a rien trouvé dans le vaccin. Ce sont des recherches publiques qui aboutissent à des dépôts de brevets, des startups qui sont rachetées par l'industrie. Elle appelle ça faire de la recherche et payer la recherche. C'est une belle plaisanterie. Et après, des taux de profit colossaux, et puis la financiarisation. Hein. Dès que Pfizer a mis en marche son marché, le PDG a vendu plein d'actions pour faire un bénéfice colossal. Bon, enfin, et donc, ça a des conséquences santé publique. C'est que les gens se disent, le vaccin, c'est pour nous ou c'est pour les profits de l'industrie? Donc, vous créez la défiance. On va y revenir sur la défiance, justement, intéressant, parce que vous en parlez dans le livre, mais encore un mot avant de revenir évidemment sur ce qui se passe en ce moment à l'hôpital et puis sur les propositions que vous formulez dans le livre. Vous revenez sur la rhétorique guerrière qu'utilise Macron au début de la crise sanitaire. Vous la contestez, cette rhétorique, dans le livre. Pourquoi il fait ça, selon vous? Est-ce que c'est déjà, en fait, a posteriori, est-ce qu'on peut se dire que déjà il fait un aveu d'impuissance de notre système de santé quand il fait ça? Je pense qu'il y a une volonté même pour sa propre expérience. Tout d'un coup, c'est beaucoup plus grave. Rappelez-vous qu'avant, il a fait sortir, aller au théâtre, moi-même, etc.
Donc tout d'un coup, pour dramatiser, on est en guerre. En plus, ça lui donne le statut de chef de guerre. Donc là, on est là dans la Ve République, avec tout d'un coup les côtés gauliens, ou quand c'est pas gaulien, paternaliste, enfin bon, qui prend les Français pour des veaux. Alors on est en guerre, sauf que c'est absurde. C'est absurde parce que cette guerre, on va la gagner. Le problème, c'est combien de morts, mais la guerre du virus, c'est absurde. Du coup, d'ailleurs, le huis clos des conseils de défense, c'est pourquoi? C'est pour que le virus n'écoute pas ce qui se dit. On cache quoi à qui? S'il y a un débat, ben, il doit être un débat de la société. Le conseil scientifique. On avait le temps Ouais. pour ça. Je sais que vous êtes, c'est d'ailleurs très intéressant, vous en tant que soignant, justement, de dénoncer ce manque de démocratie sanitaire. On avait le temps, dans une urgence comme celle-là, de concerter, de consulter, de négocier avec les syndicats, les élus locaux, les associations. Non, mais le problème, c'est que le temps, on l'a pris. Avant chaque confinement, on a perdu un temps fou. Le rapport, pitié, ça aussi c'est incroyable. Le président demande à un professeur remarquable par ailleurs de Genève de faire un bilan de son action. Enfin, bon, c'est lui-même qui choisit qui va faire le bilan de son action. Bah, dans le bilan, il est honnête, mais tout le monde, plus personne n'en parle. Enfin, personne n'en a parlé. Dans le bilan, il dit par rapport aux données qu'on avait, on a toujours été en retard. Est-ce qu'on avait le temps? Non, on a pris le temps. Rappelez-vous la décision de prendre le deuxième confinement et le troisième confinement avec des retards considérables. Tout ça pour des raisons de présence de pouvoir. 9 septembre 2020. Jean-François Delfrécy dit, avec une erreur, il dit le gouvernement doit prendre des mesures difficiles. C'est pas à lui de dire que le gouvernement doit prendre des difficiles. Il peut dire le conseil scientifique pense que, mais donc le président se cadre. Comment on marche sur des plates-bandes. Donc le 11, 2 jours après, tout le monde attendait, confinement ou pas, ça redémarrait, deuxième vague. Il envoie le pauvre Castex à la télévision pour dire rien. Pour dire la quarantaine passera de 2 semaines à 1 semaine. Donc l'inverse. Et papy et mamie, soyez prudents, n'allez pas chercher d'enfants à l'école. Et quadrille général. Rien ne se passe. On va attendre jusqu'au 14 octobre pour que Macron lui-même soit obligé de décider du couvre-feu. Puis le 28, un couvre-feu beaucoup plus serré, parce qu'on ne contrôle pas. Pour le troisième confinement, le conseil scientifique, j'avais eu moi Delfrécy au téléphone, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit écoute, c'est pas possible devant une situation nouvelle qui est qu'une seule position. Le consensus est contraire à l'efficacité. Je dis pas à la démocratie, à l'efficacité. Face à une situation nouvelle, il y a forcément plusieurs propositions. Votre rôle, c'est d'analyser les avantages, les inconvénients de chaque proposition pour que le politique puisse trancher en se justifiant. Donc, ils mettent 4 propositions. Ils disent, nous, conseil scientifique, on est plutôt pour la 2 ou pour la 3. Le président et le ministre de la Santé décident que ça ne sera pas publié. Ils prennent la position du président, c'est la position 1, qui ne justifie pas, et on publiera après les décisions du conseil scientifique. On est à l'inverse de ce qu'une société peut comprendre. Rappelez-vous, décision du deuxième confinement. Nous sortirons du deuxième confinement lorsqu'il y aura moins de 5000 cas par jour. On en est sorti à 20 000 cas par jour. Moi, pas de problème de changer de position. On explique pourquoi j'ai changé de position. On l'explique aux Français. On en rend compte. Il n'y a rien de rationnel, du coup, dans toutes les décisions qui ont été prises, c'était pas rationnel, finalement, c'était plus elles avaient des jeux de pouvoir. Simplement, on explique pourquoi on prend pas celle-là, pourquoi on prend celle-là, et puis on demande aux oppositions, et vous, par rapport aux 4 positions du conseil scientifique, c'est quoi votre position, vous les insoumis, vous le PC, vous la droite, les républicains, c'est quoi votre position? Parce qu'après on dit il y a 66 millions de procureurs en France. Ben, Évidemment, 66 millions de procureurs, puisqu'il y a moi seul, c'est ce qui est bien. Ce qui est absurde. Donc, le pass sanitaire, moi, je suis pour le pass sanitaire. Enfin, c'est invraisemblable d'avoir dit qu'on n'aurait jamais de pass sanitaire dans la vie courante, puis de le mettre sans dire j'ai changé. Et pourquoi j'ai changé? Jamais il n'a fait ça. Il ne s'est jamais trompé. Si, la phrase c'est on aurait pu faire mieux. Enfin bon, une petite connaissance qui va de soi. Enfin, on a souvent fait mieux que les autres, hein, voilà, ce qui est en même temps faux. Hein. Alors, dans les écoles, dans les vaccins, on a réussi à inventer un truc en France, la dictature sanitaire. Lors d'une décision du troisième confinement,
Tous les journalistes sont admirables, le président refuse et a rompu avec la dictature sanitaire. Il n'y a jamais eu de dictature sanitaire en France. Mais il y avait une position de la France, c'est-à-dire du président Macron, différente de celle du Portugal, différente de celle de Merkel. C'est ça qu'il fallait discuter. Pourquoi en Europe, où le virus circule, pourquoi en France, on a une position qui n'est pas la même que le Portugal, qui n'est pas la même que l'Allemagne. C'est ça qu'on a dit, on a trouvé que c'était bon de dire la dictature sanitaire. Bon, après, c'est retombé. Alors, quand je dis ça à Delfrécy, je dis, mais c'est quoi cette histoire de dictature sanitaire? C'est inadmissible. Il dit, mais ça, c'est, tu sais, c'est les petits cons qui entourent Macron, mais lui, non, il n'est pas comme ça. Oui, comme toujours, à la cour, c'est toujours la cour qui est pas bien. Alors, ensuite, c'est retourné contre lui parce que quand il a décidé, à mon avis, à juste titre, hein, de l'obligation vaccinale pour les soignants et du pass sanitaire, bah, c'est revenu en boomerang. Dictature sanitaire. Bon. Tout ça parce qu'il n'y a pas de débat démocratique où chacun doit donner ses positions. D'ailleurs, si on pense qu'on est en guerre, la moindre des choses, c'est de chercher l'unité nationale. D'abord au début, peut-être pas comme gouvernement d'unité nationale, mais en tout cas pour gestion de la crise. Pour la crise, ouais. Or, toutes les oppositions ont été mises de côté, on a dit, sont des râleurs, sont des démagogues, mais on les a pas mis en situation de ne pas être des démagogues. Et d'assumer les décisions. Si vous étiez à notre place, vous faites quoi? Concrètement, discutons-en, et puis on prend des décisions. Puis après, on fera les bilans. Bon, c'est pas ça. Et le discours du 12 juillet de Macron est scandaleux. C'est là qu'il annonce l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Quand vous prenez des décisions pareilles, vous cherchez à rassembler la nation. Qu'est-ce qu'il fait dans le même discours? Il balance son programme électoral. La réforme du chômage, la réforme des retraites, le plan de relance. Autrement dit, si jamais vous n'êtes pas d'accord sur la réforme des retraites, vous avez un moyen d'action, c'est refuser le vaccin. C'est dément. Et si vous acceptez le vaccin, ça prouve bien que vous êtes un macronien. Bon, enfin, c'est jouer de manière politicienne avec le vaccin, alors qu'il s'agissait de rassembler la nation. Donc, voilà, donc d'un point de vue de critique, alors critique politique, mais qui est une critique de politique de santé. Un mot sur la situation actuelle de l'hôpital public. Il est saturé, tout le monde tire la sonnette d'alarme, même si ça fait déjà très longtemps que la sonnette d'alarme est tirée. 1 lit sur 5 est en train d'être fermé, le Covid repart à la hausse, de nombreux soignants démissionnent de leurs fonctions. Comment est-ce que vous évaluez la situation? C'est la catastrophe qui est devant nous? Possiblement. Comme toujours dans les catastrophes, vous avez parfois des rebonds, etc. Mais possiblement, parce que il y a un cercle vicieux maintenant qui est en place. Contrairement à ce que dit Attal, c'est pas parce qu'on a fait passer des chambres à 2 lits, chambres à 1 lit. Si c'était ça, on aurait même un surplus d'infirmières. Bon, c'est pas en disant le numerus clausus, parce que ça c'est pour dans 10 ans le numerus clausus. Et le vrai problème, c'est très simple. Dans les 5 ans qui suivent leur diplôme d'infirmière d'État, 1/3 change de métier. Donc, elles ont investi dans un métier, 1/3 change. Pourquoi? Parce que, les conditions de travail sont dégradées, et ça remonte à loin, parce que ça commence avec les 35 heures. 2, perte de sens du travail. Quand vous voyez un malade une journée, mais que vous ne le suivrez pas le lendemain, après-demain, que vous changez de service, que vous avez des horaires variables, que tantôt vous commencez à 7 heures, tantôt vous commencez à 14 heures, ben là on n'a pas d'infirmière, elle va arriver qu'à 11 heures, parce qu'elle était de nuit, on l'a gardée hier, donc on lui a dit qu'elle vienne qu'à 11 heures. Mais si vous avez un problème, vous pouvez contacter l'infirmière de l'autre salle. Bon, quand vous êtes dans ça, et que, y compris si vous êtes très consciencieux d'un moment, vous dites, mais je fais n'importe quoi. Moi, je me rappelle un collègue, pour pas le désigner, le président de la CME de la PHP, néphrologue, qui est venu, une infirmière un jour est venue me voir, quand je quitte le service, monsieur, en larmes. Pourquoi? Parce qu'hier, il y avait la mère d'un enfant qui pleurait, et je l'ai évité délibérément parce que j'en avais assez et je voulais rentrer chez moi. Quand je suis rentré chez moi, je me dis, t'as évité une mère en larmes. Bon, je me tire. J'étais opéré moi-même à Mondor. Alors, dans la pré-anesthésie locale, j'entendais les infirmiers discuter entre eux. Et l'une dit, je me tire! Où tu vas? Je vais à la salle P! Mais à la salle P, c'est pareil. Je sais! Ça, moi, si je reste ici, je fous une bombe. Donc, vous changez pour changer. À la fin, vous vous tirez. Bon. Si vous êtes chirurgien, on a voulu gérer l'hôpital comme une entreprise commerciale, c'est-à-dire comme une clinique commerciale. Sauf que la clinique, elle se met sur des créneaux. Elle fait la chirurgie ambulatoire, elle fait le canal carpien, elle fait la cataracte ambulatoire. Bon. Elle fait pas les urgences. Alors,
Vous voulez faire pareil, mais dans un contexte totalement différent, qui dysfonctionne complètement. Vous êtes chirurgien, vous pouvez pas opérer les malades parce que le bloc il est fermé, parce que il sera reporté. Ah ben votre malade il n'y a pas de place et on l'a mis en ophtalmo alors qu'il a un problème de fracture, etc., etc. Bon, on vous dit que pour être géré comme dans une clinique, moins bien, les conditions de travail moins, et je gagne moins. Vous partez. Pourtant, pendant la crise, on a vu, on a même beaucoup dit que les soignants avaient repris le pouvoir dans les hôpitaux. Ah oui, bah ça c'était une fascinant. parenthèse, c'est fini ça? Ah, c'était fascinant parce qu'on a vu avec ce Covid, ce qu'on voulait, la première vague, un service public au service du public et des gestionnaires au service des soignants. Pas question de gaspillage, on n'avait rien. Pas question de rente, pas question de T2A, tarification activité, pas des raisons de payer à la qualité. Hein, vous pensez que c'est ça la leçon du Covid? C'est qu'il fallait payer les gens à la qualité? Alors qu'ils étaient mobilisés, et on avait la France mobilisée derrière ses soignants. On dit derrière des valeurs qui dépassent chacun d'entre nous et chacun des soignants. Pour faire société, faut qu'il y ait des valeurs communes, qui nous dépassent chacun. Lorsqu'on a dit non, mais après vous redevenez à nouveau des personnes qui pensent qu'à tricher, qui ont besoin d'avoir de gestionnaire, que attention, votre activité baisse, etc., et que alors, vous êtes devenu un soignant au service de la gestion. Voilà. Alors on a vu ça, on a vu l'hôpital, en gros, peut-être on a assisté à une cérémonie de panthéonisation de l'hôpital. 14 juillet, l'hôpital, bah, il est mort. Mais on se rappellera. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, c'est quand on n'avait pas de moyens techniques, qu'on était désarmés, que les valeurs humaines qui ont pris le dessus. Ont pris le dessus. Comme au début du sida. Hein. Comme au début du sida. Et dès que on est revenu avec les vaccins dans le business as usual, les gestionnaires ont repris la main et le contrôle et voilà les strates parce que en France les infirmières étaient payées au terme 28e position pour les infirmières sur 32 pays de l'OCDE. Par contre en frais de gestion on est très élevé, on est juste derrière les USA en frais de gestion, hein, très au-dessus de la moyenne. Vous proposez dans le livre de réformer la sécurité sociale et puis il y a un chapitre qui suit où vous dites qu'il faut appliquer une politique du juste soin. Tout ce qui est nécessaire aux malades, rien que ce qui est nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des abus, des excès? Ah bah oui, ça. Il faut que les gens aient conscience de ce que coûte la santé. Oui, bah ça serait bien. Ils savent que c'est un bien précieux et qu'un gaspillage en santé, c'est inéthique. Mais enfin, c'est pas les patients qui prescrivent. Hein. L'IRM, c'est pas le patient qui se la prescrit. Bon, ni la cure thermale, ni les ordonnances publiées par mon collègue Eric Combe, publié un livre sur le Lyme chronique, qui sont en gros des patients qui souffrent de douleurs et beaucoup angoissés. Certains avec diverses pathologies, mais en tout cas pas la Lyme chronique n'existe pas. Il y a des ordonnances avec 23 médicaments, 2 antibiotiques, bon, des antiparasitaires, etc. Donc on a une médecine libérale qui est... Alors, ça concerne pas l'ensemble des médecins, ça concerne un nombre de médecins limité. Ça concerne certaines usines à soins. Vous venez faire votre hôpital de semaine pour cure d'obésité et encore et encore et encore, y compris dans la psychiatrie. Vous avez des business. Bon, alors ce business, il n'est pas rentable, alors ça va pas. Donc on dit depuis tout le temps, sur la base d'enquêtes de l'Académie et d'enquêtes, on devrait documenter beaucoup plus, que 20% des prescriptions sont pas inutiles, sont injustifiées. Vous avez une variation d'un département à l'autre sur des gestes de chirurgie qui varient de 1 à 3 sans qu'on ait aucune explication autre que ce qu'on appelle l'offre de soins. Ça concerne l'hystérectomie, la pose de pacemaker, la pose de stent coronarien, la chirurgie de l'obésité. Il y a 70 000 chirurgies de l'obésité en France. Et la variation est inexplicable. Les nodules de la thyroïde, faites des échographies à tout le monde, vous trouvez beaucoup de nodules, et il y a eu une publication venant de la Sécu, mais dans le British Medical Journal, qui montre que dans plus d'un tiers des cas, on ne respecte pas les règles, c'est-à-dire d'une ponction cytologique pour savoir quel est ce nodule. Donc, Knock, vous connaissez. C'est quoi être bien portant? C'est un état précaire qui n'annonce rien de bon. Donc aujourd'hui, faites donc des RMN, faites donc scanners, faites donc, et multipliez, vous faites un business, et puis l'anxiété du malade suffit à faire le reste. Donc évidemment, il doit y avoir une régulation. Hein. Qu'est-ce qui relève de la solidarité, qu'est-ce qui n'en relève pas? Les examens inutiles et redondants, mais tout le monde vous le raconte. Hein.
On m'a fait 2 fois le même examen, 3 fois la même prise de sang. On dépense plus de 100 millions pour doser la vitamine D en France. Et on la dose, on la redose. Mais ça, c'est lié à quoi, du coup? C'est lié à un C'est lié système à qui fonctionne pas ou est-ce qu'il y a un une système logique, aussi business, mais une logique médecine libérale ouais. fondée sur la Sécu. Alors, à une époque où les moyens thérapeutiques étaient limités, vous ne pouviez pas multiplier les examens comme ça. Hein, aujourd'hui, écoutez, c'est lié aussi à paiement à l'acte et tarification Ouais. d'activité. Nous, dans notre service, il y a une unité de podologie pour les problèmes de pieds diabétiques graves. Les progrès font que ces malades qui sont hospitalisés sont en hôpital de jour. Ils voient un médecin podologue, un médecin diabétologue, une infirmière, ils ont des soins, mais ils peuvent rentrer chez eux. Est-ce qu'on fait payer une consultation à la Sécu? Une consultation, franchement, ça dure une matinée, elle nous vole. Alors on les a mis en hôpital de jour. Là, c'est nous qui volons la Sécu. Alors j'ai dit, faut voler la Sécu. Défendons nos infirmières, volons la Sécu. Contrôle. Ah, mais ça va pas. Oui, vous avez raison, ça va pas. Alors, question du médecin conseil de la Sécu. Est-ce que vous faites une IRM? Non. Ah, c'est dommage. Si vous faisiez une IRM, des pieds pour voir s'il y a une ostéite, moi je coche la case, hôpital de jour, c'est bon pour votre hôpital. Pareil sur les gens opérés d'hypophyse. Faites pas l'IRM. L'IRM systématique. Donc la tarification d'activité, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter l'activité. C'est facile d'augmenter l'activité en médecine. Consultation mal payée. Il y a un médecin généraliste jeune qui dit c'est simple. Une question, une consultation. 2 questions, 2 consultations. Le paiement à l'acte, la tarification d'activité est inadapté aux malades chroniques. C'est bien pour des soins aigus, il y a un début, il y a une fin. Bon, voilà. Alors, ça a été loin, cette histoire du paiement à l'acte. Figurez-vous que pendant la crise du Covid, le directeur de la CNAM, Nicolas Revel, aujourd'hui directeur de cabinet de M. Castex, envoie une lettre aux médecins généralistes pour leur dire si vous inscrivez les patients sur la plateforme Covid, les patients contacts, 2 € par patient. Et si vous mettez plus d'informations, 4 € par patient. Non, on délire. On a fait ça pour le vaccin au début. On payait au vaccin. Donc il y avait des médecins qui avaient fermé leur cabinet, qui allaient faire les vaccins. 1800 € en semaine, 3000 € le week-end. Non, mais enfin, on dément, quoi. Alors que, évidemment, on vous paye une journée, on vous paye une vacation, on vous paye pas à l'acte. Bon, alors voilà, vous me dites, voilà le 20%. Mais c'est comme ça qu'on a aussi les médecins mercenaires qui quittent l'hôpital, qui reviennent, ils sont payés 2 ou 3 fois plus quand ils reviennent comme mercenaires. Alors mercenaire, ça a un sens quand vous êtes dans la maladie aiguë, c'est-à-dire vous soignez, vous endormez un malade, vous êtes anesthésiste. Mais dans le suivi de la maladie chronique, c'est une monstruosité. Hein? Donc évidemment, il faut qu'il y ait des payants forfaits, des payants budget global qui existaient dans le temps. Ouais. Moi, j'avais un budget global, je le gérais avec le directeur, et j'ai réduit, il y avait 50 lits dans le service, on est passé à 35. J'ai une question sur la période qui vient de passer, parce que vous consacrez tout un passage sur la question éthique qu'a révélé en nous la question de la crise sanitaire et de la crise du Covid. Une question qui nous a conduit à trier nos patients. Vous opposez justement une vision utilitariste, dites-vous, à une vision égalitariste. Qu'est-ce que ça veut dire? Et finalement, est-ce que ça n'est pas la plus belle des leçons que l'on doit retenir peut-être de cette crise sanitaire avec les confinements, nos économies, nos vies ont été ralenties, interrompues parfois pour sauver les plus vieux et les plus fragiles? Oui, ça vous avez raison. On a un souci en France qui est qu'on ne débat pas de choix philosophiques et de leur implication. On laisse faire le comportementalisme et l'utilitarisme anglo-saxon qui pénètrent. Le meilleur exemple, c'est quand même le discours de Jean Tirole, prix Nobel d'économie, à l'Académie des sciences morales et politiques. Il fait un exposé qu'on trouve sur Internet. Il fait un exposé sur éthique et économie. Et il prend l'exemple de la santé. Et il dit la phrase suivante. Il y a des gens qui pensent que vendre un organe, c'est inéthique. Ils se trompent. C'est pas le problème. C'est pas un problème moral. Vendre un rein n'est pas un problème moral. Au fond, si vous vendez votre rein, la personne qui est pauvre, il trouvera de l'argent, ça donnera plus de greffons, plus de greffés. Ça n'enlève rien à personne. Quel est le problème? C'est un problème. Comment c'est fait? Comment c'est régulé? Il n'est pas question de vendre son rein sur Internet.
Je vois bien, dit-il, les oppositions. Je ne suis moi-même pas favorable. Mais c'est un débat. C'est pas un problème éthique. Alors, je vous donne un autre exemple. Il y a une grande étude qui est en cours, qui choque personne, fait par mon hôpital et le département d'économie de Dauphine, par des gens très sympathiques, très compétents, qui consiste à donner des bons d'achat à des femmes fumeuses enceintes pour voir si les bons d'achat les aident à arrêter de fumer. Parce que quand vous fumez, vous êtes enceinte, ça fait des complications pour le fœtus. Ils ont pris comme critère de voir si les bons d'achat diminuaient le fait de fumer. Ils n'ont pas pris le poids du bébé. En gros, c'était 300 euros. Donc on voit si 300 euros, tout se tire au sort, une étude randomisée, très bien faite, ça permet de gagner 300 grammes de bébé. 1 euro le gramme de bébé. Bon. Peut-être dans la vaccination, vous avez vu que c'est élevé, un certain nombre de gens disent, mais les gens qui ne veulent pas de vacciner, il faut leur proposer des bons d'achat. Oui. Si vous êtes vacciné, vous aurez un bon d'achat. Ce que vous ont fait aux USA. Aux USA n'apparaît pas choquant. Hein. Alors je dis, mais peut-être que pour AstraZeneca, il faut un bon d'achat un peu plus cher. C'est pas bon que Pfizer. La femme qui fume, peut-être qu'il faut regarder si elle arrête de fumer, mais elle boit de l'alcool. C'est pire pour son bébé. Bon. Alors, vous mettez à la part de la femme pauvre, qui dit, moi, mon bébé, je l'adore, mais enfin, c'est toujours bon à prendre 300 euros, hein. D'ailleurs, c'est 300 euros que je donnerais à mon bébé. Bon. Mais enfin, derrière, c'est une manipulation infernale. Je pense qu'une femme, en fond, son bébé, c'est du fric. Et derrière, vous avez la version typiquement anglo-saxonne, qui est une année de vie en bonne santé, c'est 50 000, 60 000 euros. Bon, donc voilà. Donc si c'est ça, vous dites, on va gérer comme ça, d'avoir des médicaments, 50 000, 60 000 euros, j'achète, je n'achète pas, je prends pas. Que vaut la vie? Alors la vie d'un président, c'est pas la vie d'un ouvrier non qualifié quand même. Donc nous voilà dans un truc qui pour nous est complètement choquant. Nous on est l'être humain n'est pas à vendre, même quand c'est votre volonté à vous. Il y a des lois supérieures qui s'imposent. Alors après vous dites, est-ce qu'on les applique vraiment? Les Français sont des hypocrites. Derrière vous avez le débat sur la GPA. Hein. Bien sûr. Est-ce qu'on peut louer son organe? Après tout, qui ça gêne? On vous demande pas de le faire, on vous demande d'être d'accord. Alors l'hypocrisie absolue là-dessus, je sais pas si vous aviez vu sur la chaîne parlementaire, comment s'appelle le dirigeant qui a sorti le livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille. Bon, il explique qu'il a eu des enfants par GPA aux USA, que c'était d'ailleurs une GPA altruiste. Donc la femme fait pas ça pour l'argent, elle a seulement une indemnité. Indemnité parce qu'elle risque l'hémorragie de la délivrance, elle arrête de travail, enfin c'est pas exactement anodin une grossesse. Hein. Et alors il dit, j'étais tellement satisfait que je voulais lui faire un petit cadeau. Donc j'ai amené une enveloppe. Elle l'a refusé. Il dit ça comme ça, je vais parlementaire, et tout le monde est béat d'admiration. Elle l'a refusé pourquoi? Parce que dans le contrat sur l'avocat, il y a que vous ne devez pas toucher d'argent en dessous de table. On est aux USA. Aux USA, tout se paye, mais dans les règles commerciales. Pas dans le dessous de table à la française. Hein. Donc si on rentre dans ça, c'est ça que ça pose derrière. Hein. On va payer pour le vaccin. Ils veulent pas se vacciner, mais il faut les payer. Et puis après, si il n'y a plus encore, faut monter les prix. Et puis le don du sang, terminé. Don d'organes, terminé. Tout ce qu'on a eu. Alors ça, il faut rentrer là-dedans parce que les Belges, eux, ils sont complètement rentrés là-dedans. Ouais. L'idéologie a complètement pénétré. Il n'y a pas de débat en France sur ça. On va faire des débats éthiques et sur Aristote. Mais quand je demande aux philosophes de la santé au secours, hein, en France, on a fait en sorte que la mort, les soins palliatifs sont dans la tarification d'activité. Au début, c'était pas rentable. Donc, débat au Parlement. Hein. Leonetti dit comment ça se fait. Si on meurt avant minuit, c'est 800 euros. Si on meurt après, c'est 8000. Je connais des gens qui font 2 séjours au lieu d'un. Il faut sortir le mourant, le font revenir. Bon, alors on a changé depuis. La mort est devenue rentable. Donc tous les services ont dit, moi je voudrais bien avoir des lois de soins palliatifs parce que c'est devenu rentable. Que la mort soit rentable ou pas rentable, c'est quelque chose qui va pas. Dans notre philosophie à nous. Pour les Américains, ça va très bien. C'est un peu vrai. Donc ce débat, on l'a pas vraiment eu. On l'a pas vraiment. J'ai une dernière question, professeur Grimaldi. Une enquête de Mediapart accuse l'IHU Méditerranée, dirigée par Didier Raoult, d'avoir mené des essais cliniques sauvages contre la tuberculose et mettant en danger la vie des patients.
L'image du professeur Raoult a déjà été beaucoup commentée, beaucoup écornée durant la crise sanitaire, mais c'est plus largement l'ensemble de la communauté scientifique et même la crédibilité scientifique qui a été affectée durant toute la dernière période. Les médecins et les scientifiques ont remplacé les économistes à la télévision. Vous, dans le livre, vous parlez de populisme médical. Comment on regagne la confiance? Comment renouer la confiance entre la science et les citoyens? Ah, ça, c'est un long sujet. Hein. Première chose, c'est transparence. Qu'est-ce que vous voulez L'affaire du Mediator était un tournant de ce point de vue-là. Vous avez donc un labo qui a délibérément, le sachant, entre guillemets, empoisonné les patients, c'est-à-dire pris des risques vitaux. Très bien. Une fois que c'est su, vous dites, il est du devoir des communautés médicales concernées, c'est-à-dire l'Académie de médecine, ma société savante, la diabétologie, puisqu'on prescrivait ce médicament qui n'était pas un antidiabétique comme antidiabétique. C'est un coup de fin. Mais pour être à 100%, il fallait que le laboratoire le présente comme antidiabétique. Et d'ailleurs, les journalistes reprennent en général cet antidiabétique était, non, mais c'est jamais été antidiabétique, ils n'ont aucune recommandation ni française ni internationale. Hein la société de cardiologie doivent rompre immédiatement leur relation avec Servier. Sur le thème, là vous avez trahi, vous avez raconté que ce médicament était antidiabétique, c'est un coup de fin, vous l'avez caché, sa classe, vous avez tout caché, rupture de confiance. On rompt en attendant la justice. Qu'est-ce qu'ils font? L'inverse. C'est en justice, nous, on n'a rien à dire, c'est la justice qui tranchera, ils regardent leur godasse, on maintient les relations avec Servier. Discrédit absolu. Donc ensuite arrivent différentes personnalités médicales qui sont amoureux de leur hypothèse, qui veulent se faire valoir, le médiatique, et qui disent les statines, c'est une horreur, ça crée des insuffisances cardiaques, ça rend les gens débiles, ça a plein d'effets, c'est une impuissance, enfin, etc., etc. C'est un médicament terrible. Alors on dit, bah, c'est scandaleux, toutes les études prouvent l'inverse. Réponse, mais vous dites ça, c'est scandaleux, mais qu'est-ce que vous avez dit sur le Mediator? Vous n'avez rien dit. Vous êtes vendu à l'industrie. Donc toutes les personnes, Even, qui était le doyen qui racontait ça, c'est une sorte de pareil de Raoult. Arrivent toutes les personnes qui disent, moi, je suis anti-système, je dénonce l'industrie, la collusion. Ben, ils sont crédibles, si je vous dis. Les gens disent, ben c'est vrai, Mediator. C'est pour ça que Irène Frachon lui a dit, mais Irène, faut que tu prennes position sur les vaccins. Parce qu'elle, elle apparaît comme la médecin honnête. Mais tout le monde aurait dû être derrière elle. Tout le monde aurait dû être derrière elle. Hein, un de mes collègues disait, on devrait porter plainte sur l'histoire des statines contre Even. J'ai dit, mais attends, il va te répondre. Il va te répondre, qu'as-tu fait pour le Mediator? Tu portes plainte contre moi, mais contre Servier, t'as pas porté plainte. Bon, donc, une série de scandales font qu'il y a une rupture de confiance. Et puis après, bah, la confusion arrive. Ça peut être exploité par tout le monde, puis c'est rupture de confiance, je vous raconte n'importe quelle histoire, et c'est bon. Les Votirox, on a raconté que c'était pour le marché chinois qu'il fallait remplacer le lactose par mannitol, etc. Enfin bref, les théories complotistes en en voilà, alors qu'à l'origine c'était la NSM qui demande à l'industrie d'améliorer la variabilité de son produit, laquelle ne prévient pas les patients. Autre sujet. Bon. Voilà, enfin bref. Ça prendra du temps, la reprise de la confiance entre... Ça prendra du temps. Il faudrait d'abord qu'il y ait une volonté politique du monde médical de respecter les serments qu'ils ont prêtés. Donc ça veut dire des sanctions absolument terribles. Bon, qu'il y ait un sentiment. Alors, il y a eu des progrès. C'est ce qui risque de se passer après la crise? Les sanctions vont tomber? Je ne vais pas vous dire, vous avez vu que les politiques sont précipités derrière Raoult, parce que, y compris le président de la République. Bien sûr. Le président de la République a été le voir avec Delfrécy, hein, pour saluer, laissant l'autre insulter Delfrécy, et parce qu'il a pensé que politiquement c'était habile. Et récemment, il a été à Marseille et il a salué un grand scientifique. Bon, donc ils regardent tous électoralement, est-ce que c'est intéressant, un opportunisme. Donc voilà. Donc oui, la majorité des médecins, je pense, c'est des gens absolument honnêtes. La majorité. Simplement, il faut se faire entendre. Il faut voilà. Alors Even a été, l'ordre des médecins lui a interdit d'exercer. Il a répondu, j'en suis fier.
Donc, voilà. Euh, oui, il y a une perte de confiance et qui vient de loin et dans la responsabilité avant de dire c'est les fake news, des populistes. Il faut dire d'abord si les autorités ne mentaient pas, si Véran n'avait pas menti sur les masques, s'il n'avait pas dit qu'il avait 12 000 réanimations quand il y en avait 5 000, bon, la confiance existerait peut-être. Et quand on a le droit de se tromper, il faut le reconnaître. Je me suis trompé. Bon. Merci beaucoup, Merci à professeur vous. André Grimaldi. Vous publiez Manifeste pour la santé de 2022 aux éditions Odile Jacob, et c'est passionnant parce qu'on comprend parfaitement la raison pour laquelle on en arrive là aujourd'hui. Merci. Merci.